Nouvelle édition du journal, c'est sur Télé 50. Bienvenue à tous. Le 25 mars prochain, le gouvernement de la République et ses principaux partenaires au développement vont évaluer la situation des grands projets de développement de la RDC. Et c'est pour préparer ces grands rendez-vous que le Premier ministre a réuni ce jeudi à l'hôtel du gouvernement le représentant de ses partenaires et les ministres des secteurs concernés. Reportage de Fabien Lumbala. Au-delà des réunions des bureaux, Matata Ponyo tient au résultat des actions menées par son gouvernement dans les différents secteurs de la vie nationale. Voilà qui justifie la présence à cette rencontre de plusieurs ministres et de représentants de la Banque mondiale, du FMI, de la Banque africaine de développement, de l'UNICEF, du PNUD et du FINAP. Un exercice d'évaluation de la situation des grands projets de développement de notre pays qui va se tenir le 25 mars, c'est-à-dire mercredi prochain. Principal consommateur et destinataire de ce travail, la population congolaise. Matata et son gouvernement veulent s'approprier la redevabilité comme règle de gestion publique transparente. Nous échangerons l'intention du public, c'est-à-dire les grands défis, les avancées, afin de permettre à l'opinion publique congolaise et internationale de prendre connaissance. Parmi les secteurs concernés par cette évaluation, l'éducation nationale, la santé publique, les infrastructures routières, des transports et voies des communications, ainsi que la qualité de la vie du citoyen congolais, a laissé entendre Lambert Mende. Toujours à la primature, Augustin Matata a reçu la délégation syndicale de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Les représentants des cheminots ont dit leur gratitude au Premier ministre pour son implication dans le processus de la restauration de leur entreprise qui sera bientôt dotée des 18 locomotives en provenance des usines chinoises. L'autre personnalité reçue ce jeudi par Matata Ponyo, Kofi Olomide, le responsable d'orchestre Quartier Latin. Victime des émeutes du mois de janvier dernier à Kinshasa, l'artiste plaide pour la réhabilitation de son bâtiment et ses studios saccagés. Les nouvelles de la Chambre basse du Parlement, Aubin Minakou a présidé mercredi la conférence des présidents. 2 points étaient à l'ordre du jour, les communications du président de l'Assemblée nationale ainsi que l'examen et l'adoption de l'avant-projet du calendrier de la session de mars 2015. Il était question pour le premier point débattu au cours de cette conférence de faire le point sur les matières retenues dans l'avant-projet du calendrier de mars 2015, comme l'explique ici le rapporteur de l'Assemblée nationale. L'on déplore toujours à notre média congolais de pouvoir être un peu hâtif dans la livraison des informations à la population. C'est archi faux dans la mesure où la réfection des sièges, que ce soit dans la salle de spectacle ou que ce soit dans la salle de congrès, c'est dans le compte du gouvernement, comme vous le savez pertinemment bien, c'est le ministère des ITPR qui est en charge de cette réhabilitation. Ça ne regarde aucune rubrique de l'Assemblée nationale. Norbert Ezadri a par ailleurs indiqué que ce calendrier reste ouvert à quelques modifications. S'agissant de la communication du président de l'Assemblée nationale, il a tenu à faire la lumière au sujet d'une information publiée dans un journal local, selon laquelle il aurait détourné un fonds pour des propres fins inconnues. L'avant-projet du calendrier de la session de mars 2015 a retenu plusieurs points. Il y a des lois qui sont à mixte paritaire, au nombre de 6. Il y a les rapports annuels de la Commission nationale indépendante, électorale indépendante, qui sera débattu, présenté par la CENI. En même temps alors, le rapport synthèse de vacances parlementaires que les députés devront déposer. Une rétrospective était également importante pour le speaker de la Chambre basse du Parlement, qui a passé en revue les événements douloureux qui ont touché l'Assemblée nationale, notamment la mort de quelques élus du peuple, mais aussi un agent du bureau de première classe de la direction de protocole de l'administration de l'Assemblée nationale, Eli Banjongo Fifi, dont le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement a rendu un dernier hommage mercredi avant sa portée en terre.
Et c'est jeudi, le président Obem Minaku a reçu le gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa. Les échanges ont tourné autour de l'autonomisation des futures provinces, l'examen des modalités de fonctionnement de ces nouvelles entités territoriales. L'objectif poursuivi, la mise en place d'un cadre nécessaire pour la création des richesses des nouvelles provinces devant favoriser leur autonomie. Après la promulgation de la loi sur les découpages territoriaux par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, l'heure est actuellement à la recherche des mécanismes devant permettre l'autonomisation de nouvelles provinces. Cette question a été au centre des échanges ce jeudi entre le président de l'Assemblée nationale, Obem Minaku Ndialandjoko, et les gouverneurs de la province orientale, Jean Bamanissa. Les nouvelles provinces ne devront donc pas attendre le jour J pour se préparer à la création des richesses. Nous avons demandé qu'il puisse y avoir un genre d'état des lieux, un dialogue en tout cas pour l'accompagnement effectif de la mise en œuvre de nouvelles provinces au niveau national, au niveau provincial, pour que l'entendement des politiques, l'entendement de la société civile et des différents intervenants puisse être le même. Les futures provinces de la province orientale connaissent un accroissement des recettes, ce qui devra favoriser le bon fonctionnement de ces entités. Avec le président de l'Assemblée, nous avons mis en place une commission de suivi de la décentralisation et nous voulons nous assurer véritablement que l'organe budgétaire qui contrôle le budget de l'État puisse vérifier que la rétrocession des provinces puisse être effective. Informé des performances de la province orientale, le président de l'Assemblée nationale Obem Minaku Ndialandjoko s'est fait une opinion juste par rapport aux défis à relever et les opportunités qui s'offrent pour la matérialisation du découpage territorial. 100 jours se sont écoulés depuis l'investiture du gouvernement Matata II, dit de cohésion nationale à la vice-primature de l'emploi, du travail et de la prévoyance sociale, Willy Makiashi, qui fait de l'emploi des jeunes et la sécurité sociale son cheval de bataille, n'a ménagé aucun effort pour l'amélioration des conditions des travailleurs congolais. Suivez les temps forts de ces 100 jours au gouvernement dans ce dossier de Grâce Salambo. Que les missions principales de ce gouvernement sont les suivantes. Tout d'abord, consolider la paix. C'est dans le souci d'accomplir sa mission au sein du gouvernement de cohésion nationale que le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiashi, s'est mis au travail juste après la cérémonie des remises et reprises avec le ministre Bahati Lukwebo le 12 décembre dernier. Le premier geste significatif a été le lancement avant terme échu des paiements de prestations sociales du 4e trimestre 2014 au centre Don Bosco dans la commune de Massina. La déclaration unique des cotisations sociales a aussi fait l'objet des séances de travail avec les responsables de l'INSS, INPP, la FEC, la COPEMECO et la CONAFEC. Ces séances de travail ont précédé la signature du contrat programme 2015 entre la vice-primature, ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et l'INSS. Sur le plan de la coopération multilatérale, le patron de l'emploi en RDC a eu une séance de travail avec le directeur régional de l'OIT, Azean Chouma. Willy Makiashi a également lancé les travaux de l'atelier de vulgarisation de la culture managériale japonaise INPP JK OPEC au siège du nouveau bâtiment de l'INPP qui a été inauguré en sa présence. Le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, avait également assuré durant une semaine l'intérim du Premier ministre Matata Ponyo. Willy Makiashi représente à ce jour la RDC à la 39e session ordinaire du Conseil régional africain de l'administration du travail à Dakar, où il a exhorté les pays membres de s'acquitter de leurs obligations. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. 36 micro-entreprises associatives viennent de voir le jour. Il s'agit des jeunes qui étaient formés par le Fonds national de la microfinance. Ce jeudi, devant les officiels, il leur a été remis tous les documents de leurs entreprises. L'action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté en RDC. Les détails avec Guy Chungu. Tous ces jeunes attendent le document attestant qu'ils sont désormais propriétaires de leurs propres entreprises. Nous sommes à l'hôtel Invest dans la commune de Lingwala. Du Fonds national de la microfinance.
Le premier à prendre la parole, Thierry Ngoï, coordonnateur national du FNM, qui dit avoir beaucoup fait, mais il y reste encore à faire. Les 6 premiers mois de démarrage, les entreprises peuvent disparaître. Ok? Alors ils auront un accompagnement de proximité du FNM jusqu'à ce qu'ils auront la phase de croissance et on va les lâcher. Au total, 36 micro-entreprises associatives ont été créées, une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Le gouvernement promet de soutenir l'initiative du FNM. Puisque c'est pour la première fois, depuis que moi, Manenga, je vis et voir que sous le leadership du chef de l'État, il y a une structure qui s'occupe des jeunes quant à l'emploi. Il y a une autre qui appuie les jeunes financièrement pour que ces jeunes deviennent les créateurs d'emplois, les patrons de petites et moyennes entreprises, entrer dans la classe moyenne et demain, pourquoi pas être comme les Lédia. Ces entreprises ont toutes des documents, des certifications légales, rassure le directeur général du guichet unique. Pour les bénéficiaires, ceci constitue une grande réalisation du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans le domaine du social. Et c'est grâce au président de la République que je suis chef, que j'ai pu réaliser un business plan accepté. Et aujourd'hui, voilà l'inauguration de nos entreprises associatives. En tout cas, nous lui disons grand merci. Ces jeunes ont également le soutien du ministre de la Jeunesse et Sport et président du COFEGES. Comment comptez-vous vous y prendre, monsieur le ministre? Nous avons pris déjà l'engagement de pouvoir nous voir justement pour formaliser ce partenariat. Et ce sont des rencontres que nous allons avoir dès la semaine prochaine. Et nos échanges seront, et le cadre de notre collaboration sera rendu public, bien sûr. La démarche s'étendra sur l'ensemble du territoire national. Déjà le Nord Katanga, l'Équateur et Kinshasa sont sous ces nouveaux souffles. Parlons infrastructure, l'aérogare modulaire, encore en construction à l'aéroport d'Ndjili, ne cesse d'attirer des visiteurs commis à son exploitation. Ce jeudi, l'administrateur directeur général de la RVA, Abdallah Bilengue, a effectué une descente sur le site avec les responsables d'exploitation qu'on appelle chefs d'escale des compagnies internationales. Question de leur faire comprendre les nouvelles mesures du fonctionnement de cette infrastructure dont les travaux sont à la phase de finissage. C'est une aérogare modulaire aux standards internationaux qui sera opérationnelle bientôt en République démocratique du Congo. Son fonctionnement demandant également l'implication de tous ses exploitants, voilà qui justifie la présence sur ce site des patrons et techniciens d'exploitation des compagnies aériennes internationales basées à l'aéroport de Ndjili, venus sur invitation de la RVA pour des questions d'ordre technique. Aujourd'hui, la RVA est en train de passer à l'étape normale de traitement des passagers, ce qui se fait partout au monde. C'est-à-dire, sous le comptoir d'enregistrement, les 16 comptoirs d'enregistrement en Ndjili, de l'aérogare modulaire, seront dotés de ce qu'on appelle les CUT, Common Use Terminal Equipment. Ce sont des équipements de traitement des passagers communs, banalisés. La compagnie aérienne viendra seulement s'installer sur le matériel qui est là, entre dans ce système d'exploitation qu'on appelle le DCS, qui lui permet d'entrer en contact avec le système d'exploitation de sa maison mère. Il traite les passagers, il vous enregistre, il imprime la carte d'embarquement, il imprime les tickets de bagages. Quand il termine, il ferme la machine, il est parti, la machine il reste. Le gouvernement congolais qui finance ce projet tient au finissage des travaux pour la mise en service de cette porte d'entrée des investisseurs en RDC. Courant de ce deuxième trimestre de l'année 2015, deuxième trimestre commence par le mois d'avril, les travaux de l'aérogare modulaire seront terminés. Dans cet aérogare modulaire, maintenant, vous avez des détecteurs d'explosifs, des ZS qui n'existaient pas dans l'aérogare actuel. Là, ils sont incorporés dans la chaîne de traitement de passagers, de bagages. La nouvelle aérogare donnera sûrement à l'aéroport international de Ndjili une image avant-gardiste et attrayante. À Lubumbashi, démarrage des travaux d'assainissement de l'hôpital général de référence Jason Sendwe pour le lancement effectif de l'opération des soins gratuits, une initiative du couple présidentiel et 12 à 15 000 malades sont ciblés. Josué Mouyumba est notre correspondant sur place. Sur décision du maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, les travaux d'assainissement de l'hôpital général de référence Jason Sendwe ont démarré. Cela en prévision du lancement officiel
de l'opération des soins gratuits à l'initiative